Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 6 des machines électriques intitulé Analyse du transformateur monophasé. Nous avons déjà effectué 5 chapitres sur les machines électriques. Le chapitre précédent était basé sur la technologie, sur les moteurs, sur les transformateurs. Je vous invite avant de voir le chapitre 6 d'aller revoir le chapitre 5. Sans plus tarder, nous allons présenter notre chapitre comme suit. Nous allons commencer par donner le principe de fonctionnement du transformateur. Puis, nous allons donner le transformateur. Nous allons étudier le transformateur parfait ou idéal. Dans cette partie, nous allons voir les hypothèses du transformateur idéal. Puis les équations de fonctionnement aux tensions et les équations de fonctionnement au courant. Nous allons poursuivre par la relation de Bouchereau. Ensuite, donner le rendement d'un transformateur parfait. La troisième partie de notre travail sera consacrée au transformateur réel. Dans cette partie, nous allons voir le schéma équivalent d'un transformateur réel. Nous allons étudier le transformateur réel sous l'hypothèse des caps. Puis, nous allons donner des exercices de consolidation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Je vous prie de liker maintenant pour ne pas oublier. Commençons par la première partie, le principe de fonctionnement du transformateur. Le transformateur est une machine qui fonctionne sur la base de la loi de l'induction électromagnétique ou encore loi de Faraday. Voici l'image d'un transformateur, du moins le schéma d'un transformateur. Sur ce schéma, on peut observer le circuit magnétique où circule le flux phi. On peut observer aussi les enroulements, deux enroulements. L'enroulement au primaire avec N1 comme nombre de spies, l'enroulement au secondaire, les enroulements au secondaire avec N2 comme nombre de spies. L'alimentation du primaire est V1 sur une tension, V1 sur un courant I1. Au secondaire, on a V2 et un courant I2. Lorsque l'enroulement primaire est alimenté par une tension alternative V1, il se crée un flux magnétique variable phi qui induit au secondaire une tension alternative V2. Voici le symbole d'un transformateur. On peut utiliser l'un ou l'autre symbole. Au primaire, on a V1. Au secondaire, on a V2. Transformateur parfait ou idéal. Hypothèse pour avoir un transformateur parfait. Nous allons donner les hypothèses pour avoir un transformateur parfait. Ces hypothèses sont: les pertes fer et les pertes joule sont nulles. C'est-à-dire un transformateur parfait n'a pas de pertes. Les fuites magnétiques sont négligeables. Il n'y a pas de fuite magnétique dans un transformateur parfait. La réluctance du circuit magnétique est nulle. Donc, pour un transformateur parfait, la réluctance aussi est complètement nulle. C'est-à-dire le flux circule sans résistance. Équation de fonctionnement aux tensions. Donc, nous avons considéré N1 comme le nombre de spies au primaire. Cela permet d'avoir un flux du bobinage du primaire phi P égale à N1 fois le flux qui circule dans le barreau magnétique. N2 étant le nombre de spies au secondaire. On a donc aussi le flux au secondaire, du moins le flux total à travers ce bobinage du secondaire. Phi S est égal à N2 fois phi. Voici le schéma équivalent d'un transformateur parfait. Sur ce schéma, d'après la loi de Maille, on a V1 de T plus E1 de T égale 0. Or, nous savons que E1 de T est égal à N1 d phi sur dt, ce qui implique que V1 de T est égal à N1 d phi sur dt. Ainsi, d phi sur dt sera égal à V1 sur N1. Au secondaire, nous avons V2 de T moins E2 égale 0. Or, E2 est égal à N2 d phi sur dt. Ceci implique que V2 est égal à N2 d phi sur dt, ce qui implique encore que d phi sur dt est égal à V2 sur N2.
Donc, nous avons deux expressions de la dérivée du flux, de la variation du flux par rapport au temps. La première expression, dφ sur dt égale à V1 sur N1. Et la deuxième expression, dφ sur dt égale à V2 sur N2. Puisqu'il s'agit du même flux, c'est-à-dire qu'il s'agit de la même variation, alors, on peut avoir, donc, on a donc V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. En valeur efficace, on a le rapport V2 sur V1 est égal à N2 sur N1, qu'on appelle rapport de transformation. Ce rapport de transformation est noté M. Donc, le rapport de transformation d'un transformateur est donc V2 sur V1 qui est égal à N2 sur N1. C'est-à-dire, tension du secondaire sur tension du primaire, qui est encore égal à nombre d'enroulements du secondaire sur nombre d'enroulements du primaire. Si M est inférieur à 0, en réalité c'est inférieur à 1. Donc, si M est inférieur à 1, ici il y a une petite erreur de saisie, M inférieur à 1, V2 sera inférieur à V1. Le transformateur est dit abaisseur. Si M est supérieur à 1, V2 sur V1, V2 est supérieur à V1. Le transformateur est élévateur. Si M égale 1, on a V2 est égal à V1. Le transformateur est un isolateur. Donc, comme j'ai dit tantôt, ici, c'est une erreur de saisie. C'est 1 au lieu de 0. Transformateur, équation de fonctionnement au courant. D'après la loi d'Hopkinson, appliquée au schéma magnétique, on a N1I1 plus N2I2 est égal à Rm phi, où Rm est la réluctance magnétique, I1 le courant du primaire, I2 le courant du secondaire. Or, nous avons vu par hypothèse que la réluctance magnétique est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance au flux pour un transformateur parfait. Ceci implique qu'on aura N1I1 plus N2I2 est égal à 0, bien sûr nous sommes en complexe. Cela implique N2 sur N1 est égal à I2 est égal à I1 sur I2 moins I1 sur I2 qui est égal à M. Si nous passons en valeur efficace, on a donc M est égal à N2 sur N1 qui est encore égal à V2 sur V1 qui est égal à I1 sur I2. Ceci c'est la relation donnant le rapport de transformation d'un transformateur. Relation de Bouchereau. Au primaire, V1 est égal à 4,44 Bmax SN1F. Au secondaire, V2 est égal à 4,44 Bmax SN2F, puisqu'on a la même fréquence au primaire et au secondaire. Le rendement, donc, la puissance absorbée au primaire est P1, est égale à la puissance absorbée au secondaire pour un transformateur parfait. Ce qui signifie que le rendement est 100%, c'est-à-dire le rendement est égal à 1. Transformateur parfait, toujours, mais cette fois-ci, nous allons voir les transferts d'impédance. Soit T, un transformateur monophasé parfait, des rapports de transformation M, qui alimente une impédance Z. Voici mon transformateur parfait. Et voici mon impédance Z alimentée par ce transformateur. Nous allons essayer de transférer cette impédance au primaire. Pour transférer cette impédance au primaire, on va l'appeler ZP, l'impédance transférée au primaire. Et la tension au bord de cette impédance n'est plus V2, c'est plutôt V1 au primaire. Le courant qui circule dans cette impédance n'est plus I2, mais c'est plutôt le courant du primaire I1. L'objectif est de transférer l'impédance du secondaire au primaire. Alors, on a quoi comme équation? On a V2, déjà au secondaire, V2 est égal à ZI2. Or, V2 est égal à moins MV1, puisque M est égal à moins V2 sur V1 en complexe. Et I2 est égal à moins I1 sur M. Cela implique que moins M1 V1, qui est notre V2, est égal à
puisque c'est égal à ZI2, ça va faire moins ZI1 sur M. À partir d'ici, on a V1 est égal à Z sur M carré I1. On peut poser Z sur M carré comme ZP, avec ZP qui est égal à Z sur M carré, la résistance ramenée au secondaire. Finalement, tout se passe comme si le réseau primaire, qui est la source, alimentait directement l'impédance ZP, avec ZP qui est égal à Z carré sur M carré, la résistance ramenée au primaire. Nous pouvons aussi ramener une résistance qui est au primaire du côté secondaire. Et pour cela, au lieu de diviser par M carré, on multiplie plutôt par M carré. On a donc les deux relations. Résistance ramenée au primaire, ZP est égal à Z sur M carré. Et résistance ramenée au secondaire, notez ZS, c'est égal à M carré Z. Ces deux relations sont très utiles lors du calcul des paramètres du transformateur. Transformateur réel. Là, nous avons fini le transformateur idéal. Nous passons au transformateur réel. Pour modéliser le transformateur réel, on doit tenir compte des grandeurs qu'on a négligées au cours de l'étude d'un transformateur parfait. C'est-à-dire la réductance n'est plus nulle, les pertes joules, les pertes à vide, les pertes faits ne sont plus nulles. Ainsi, voici le schéma équivalent d'un transformateur réel. Contrairement au transformateur parfait, il n'y avait pas toutes ces résistances. Donc, le transformateur réel a plusieurs composantes. On va les lister un à un. Déjà, nous avons R1 et R2, les résistances des enroulements du primaire et du secondaire. R1 est la résistance des enroulements du primaire, R2 est la résistance d'enroulement du secondaire. Nous avons L1, l'inductance de l'enroulement du primaire, et L2, l'inductance de l'enroulement du secondaire. X1, qui est égal à L1 oméga, sera appelé dans la réactance de fuite au primaire, et X2, qui est égal à L2 oméga, est la réactance de fuite au secondaire. Rm est la résistance du circuit magnétique. Xm est la réactance du circuit magnétique. I10 est le courant primaire lorsque le secondaire est à vide. Ce courant se décompose en deux parties. En IA, qui est égal à I10 cosinus Phi10, qui est le courant actif magnétisant, c'est-à-dire le courant lorsque le secondaire est à vide qui passe dans la résistance du circuit magnétique. Et IR, qui est égal à I10 sinus Phi10, est le courant réactif magnétisant, c'est-à-dire le courant lorsque le secondaire est à vide qui passe dans la réactance du circuit magnétique. Dans ces relations, cos Phi1 0 est le facteur de puissance lorsque le secondaire est ouvert, c'est-à-dire le facteur de puissance à vide. Transformateur dans l'hypothèse de Cap. Dans l'hypothèse de Cap, on néglige I10 devant I1. Puisque nous avons vu, si on regarde encore très bien, voici I10 et voici I1, le courant du primaire, I2 étant le courant du secondaire. Dans l'hypothèse de Cap, le courant qui entre ici est très négligé, est négligeable. Alors, on a le schéma équivalent. C'est avec ce schéma que nous allons travailler pour la première partie de notre transformateur. L'impédance du primaire est R1, est Z1 qui est égal à R1 plus JX1, avec X1 qui est égal à L1 oméga. Et l'impédance du secondaire est R2 plus JX2, avec X2 qui est égal à L2 oméga. Le schéma équivalent ramené au primaire. Nous avons vu précédemment comment est-ce qu'on peut ramener une impédance au primaire
On avait dit, il suffit de diviser l'impédance par M carré. Donc, on peut passer l'impédance Z2 qui est égal à R2 plus JX2 du secondaire pour le primaire en divisant par M au carré. Et on a donc RP, ça sera égal à R1 plus R2 sur M au carré. C'est la résistance ramenée au primaire. De même, on a XP est égal à X1 plus X2 divisé par M au carré. C'est la réactance de fuite ramenée au primaire. De même, on peut avoir l'impédance ramenée au primaire, ZP, qui est égal à RP plus JXP. Ou alors, en valeur efficace, ZP est égal à racine carrée de RP en module. ZP égale à racine carrée de RP au carré plus XP au carré. Nous venons là de déterminer la résistance ramenée au primaire sous l'hypothèse de Cap. Nous allons passer à la résistance ramenée au secondaire, toujours dans l'hypothèse de Cap. On peut ramener la résistance du primaire au secondaire, c'est-à-dire R1 et X1 peuvent être ramenés au secondaire. Pour cela, nous avons vu précédemment qu'il suffit de multiplier ces résistances par M au carré. Si on le fait, on a RS, résistance ramenée au secondaire, c'est égal à R2 plus R1 multiplié par M au carré. XS, réactance de fuite ramenée au secondaire, sera égal à X2 plus M au carré X1. ZS est égal à RS plus JXS, l'impédance ramenée au secondaire. En module, ZS est égal à racine carrée de RS au carré plus XS au carré. Nous venons là de déterminer la résistance et la réactance ramenées au secondaire d'un transformateur sous l'hypothèse de Cap. Nous appliquons maintenant la loi des mailles. La loi des mailles appliquée au secondaire permet d'avoir V2 est égal à V0 moins RS plus J XS I2. Cela signifie qu'il y a chute de tension dans RS et XS. Alors on peut déterminer cette chute de tension. La chute de tension ramenée au secondaire. La chute de tension ramenée au secondaire sera delta V2 et la différence entre la tension efficace et la tension à vide. En fait, la différence entre la valeur efficace de la tension à vide et celle de la tension en charge. Donc, la tension à vide c'est V2,0, la tension en charge c'est V2. C'est cette différence qui donne la chute de tension delta V2. On a donc delta V2 est égal à V2,0 moins V2. Or, si on regarde cette relation, V2,0 moins V2 c'est égal à RS plus JXS I2. On peut démontrer que cette relation peut encore se mettre sous la forme RS I2 cosinus phi2 plus XS I2 sinus phi2. Ici, c'est la méthode algébrique pour déterminer la chute de tension. Il est aussi possible de déterminer la chute de tension par une méthode graphique que nous allons voir un peu plus tard, toujours dans ce chapitre. Phi2 est le déphasage entre V2 et I2. Cos phi2 est le facteur de puissance au secondaire. Delta V2 qui est égal à V2,0 moins V2 est la chute de tension absolue. Pour déterminer la chute de tension relative, on prend la chute de tension absolue et on divise par la tension à vide du secondaire. Et cela s'obtient en pourcentage. On a donc la chute de tension relative en pourcentage est égal delta V2 en pourcentage c'est égal à V2,0 moins V2 sur V2,0 multiplié par 100%. Les paramètres M, R1, R2, X1, X2, P10, perte fer, P1, P2 et le rendement sont déterminés à l'aide des essais, notamment les essais
à vide, les essais en court-circuit, les essais en charge. Nous allons voir tous ces essais au prochain chapitre, c'est-à-dire au chapitre 6. Pour l'instant, nous pouvons aussi déterminer la chute de tension ramenée au secondaire par méthode graphique en utilisant le diagramme de Kapp. C'est une application de la relation de la loi des mailles au secondaire, c'est-à-dire V2 est égal à V20 moins RS plus J XS I2, avec V20 qui est égal à MV1. Les données sont V1, M, RS, XS, I et Phi2. Nous voulons déterminer V2. Pour cela, première chose, l'axe horizontal étant l'origine de face, on y place I2. Voici l'axe horizontal. C'est ça l'origine de face. On place dans cette direction qui est le courant du secondaire I2. On trace un arc de cercle de centre O et des rayons V20. On note cela au V20. Bon, voici notre arc. C'est un cercle de centre O, voici le point O. Et le rayon c'est V20, c'est-à-dire la tension à vide du secondaire. Voici V20. Cette droite-ci, donc voici l'arc. Ce rayon-ci c'est V20. Donc, cette distance-ci est V20. Prochaine étape, on trace OA qui est égal à RS I2. Voici OA est égal à RS I2, c'est-à-dire la chute de tension dans la résistance ramenée au secondaire. On trace AB qui est parallèle à OA, tel que AB est égal à XS I2. Voici AB parallèle, qui est perpendiculaire, autant pour moi. AB est perpendiculaire à OA, tel que AB est égal à XS I2. Voici AB perpendiculaire à OA, tel que AB est égal à XS I2. XS étant la réactance ramenée au secondaire. Puis, on trace une droite horizontale delta 1 passant par B. Voici la droite horizontale delta 1 passant par B. Et la droite delta 2 faisant un angle phi 2 en B avec delta 1. Donc, la droite phi 2, delta 2, voici ça. Ça commence là en pointillé, ça monte, ça continue. Oui. Et cela forme un angle phi 2 avec delta 1 au point B. Voici notre angle. La prochaine étape, V2 sera donné par le segment BC, où C est le point d'intersection entre delta 2 et l'arc au V20. Donc, lorsque delta 2 touche l'arc, le point de rencontre est appelé C. Alors, V2 que nous cherchions, c'est tout simplement le segment BC. Nous venons là de déterminer V2 graphiquement. Les paramètres, comme nous avons dit tout à l'heure, MR, R2, X1, X2, les pertes et les puissances de rendement sont déterminés à partir des essais. Voici un exercice de consolidation. Pourquoi le transformateur est appelé machine statique? Un exercice pour le prochain chapitre. Quel est le but de chaque essai sur le transformateur? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker.